Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 3ABN français. Je suis Angélique, votre présentatrice du jour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Dr Marie-Claire Bautrin. Bonjour Angélique. Et bienvenue. Merci. Alors, nous allons poursuivre sur le thème de la santé mentale chez les jeunes. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le stigma et les prises de conscience. Pour cela, j'ai préparé quelques petites questions. Alors, Marie-Claire, qu'est-ce que la stigmatisation des troubles mentaux chez les jeunes? Alors, déjà, on va un petit peu décrire un petit peu à quoi ressemble un stigma. Alors, un stigma, c'est par exemple, c'est mettre une connotation négative sur quelque chose, un comportement ou alors quelque chose que l'on peut voir. Donc, par exemple, tu es nouvelle, tu arrives là où je travaille, tu as un léger bégaiement. Je peux dire, oh, Angélique bégaie, tout ça, je vais faire un gros truc de ton bégaiement, alors que ce n'est pas quelque chose vraiment de grandiose, vraiment. Et ça va créer un stigma. Donc maintenant, j'ai mis une connotation sur ton bégaiement, et ça s'appelle la stigmatisation. Donc c'est mettre une connotation négative. D'accord. Sur quelque chose qui n'est pas généralement négatif. Et non seulement négatif, mais aussi dégradant. Donc, ça va plus loin que juste pour dire, OK, bon, c'est pas quelque chose. Donc, il y a aussi la connotation de dégradant, et en général, il y a aussi une mise à l'écart. Donc, ce que tu as, non seulement c'est négatif, mais je le perçois en tant que dégradant, et je vais te mettre à l'écart parce que tu as cette chose-là. Donc, c'est ça la stigmatisation. Et c'est un problème, et ça affecte beaucoup la santé mentale chez les jeunes. D'accord. Alors, comme nous rappelons, nous parlons de la santé chez les jeunes. Donc, du coup, quels seraient les effets de cette stigmatisation par rapport aux accès aux soins? Eh bien, la stigmatisation, c'est une barrière à l'accès aux soins parce que l'effet de la stigmatisation, c'est la honte. Alors, si la personne, elle n'arrive pas à voir que c'est de la stigmatisation, elle va commencer à penser, ah oui, j'ai un problème. Donc, si je bégaye, j'ai un problème, je suis inférieure, je suis moins que... Je suis moins... Voilà. Et elle aura honte, et elle va, au lieu d'aller chercher, par exemple, voir... un professionnel qui peut l'aider à articuler ou alors, comment dire, améliorer la manière de parler, elle va se renfermer, elle va se détacher parce que la stigmatisation la met à l'écart. Donc, c'est comme un rejettement, c'est comme un groupe au niveau social. La personne se sent rejetée parce qu'elle a honte de quelque chose qu'on lui a dit qui est négatif et dégradant. Donc, les personnes, vraiment, en général, la première réponse à ce genre de perception, ou alors, d'étiquette, c'est le retrait. Et le retrait, c'est un problème au niveau de l'accès des soins parce que ça met un obstacle dans l'accès des soins. Donc, apparemment, si je me rappelle bien, 40% des jeunes, 40%, c'est près de la moitié des jeunes, ils n'ont pas été chercher de l'aide par rapport à peut-être des problèmes de santé mentale à cause de la stigmatisation. Et ils souffrent plus des effets de la stigmatisation que du problème lui-même. Alors, si par exemple, bon, j'ai des problèmes d'anxiété, disons que ce n'est pas une anxiété qui est vraiment sévère, le stigma m'affecte beaucoup plus que l'anxiété que j'ai, qui est des fois passagère. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, je pense que au niveau social, au niveau de la santé publique, il y a vraiment une prise de conscience de la stigmatisation et du rôle négatif que ça a au niveau de l'accès des soins. Donc il y a maintenant des interventions, des programmes qui sont là pour pouvoir aider les jeunes, pour ne pas rester dans la stigmatisation, mais aller à l'encontre des soins. Et par exemple, il y a une campagne qui s'appelle Feel Good. Et ça a été lancé pour pouvoir améliorer la sensibilisation sur la santé mentale et encourager les jeunes à parler de leurs problèmes. Donc, c'est une manière de passer outre à travers la stigmatisation. Donc, quand on les sensibilise, les jeunes, ils arrivent à reconnaître
que c'est de la stigmatisation. Donc maintenant, je vais passer outre et je vais aller chercher les soins qu'il me faut. Et puis il y a aussi la journée mondiale de la santé mentale. Donc ça, vraiment, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc, il y aura une journée où vraiment on parle ouvertement de la santé mentale, de la stigmatisation et de tous les effets négatifs qui viennent aussi. Et puis, il y a aussi un autre dispositif comme ça s'appelle Mon soutien psy ou alors la santé psy étudiant où les jeunes peuvent avoir des consultations gratuites. Le problème, c'est que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont réussi à, à vaincre le stigma. Donc, même si il y a ces programmes-là qui sont disponibles, ils sont sous-utilisés. Donc, les personnes vraiment qui en ont besoin, il y a toujours un petit peu l'aspect stigma et ça les empêche d'aller chercher les soins. Mais si vous êtes jeune et que vous avez ce genre d'expérience, il ne faut pas hésiter. Alors, il y a ces programmes, alors je vais les répéter. Feel Good, Mon soutien psy et la santé psy étudiant. Et ce sont vraiment des opportunités, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, vraiment, c'est avantageux. Alors, peux-tu nous en dire plus par rapport aux causes? Quelles sont les causes de ces stigmatisations? Alors, en général, ce sont les stéréotypes. Alors, l'être humain, en général, aime bien, identifier les choses, les mettre dans des catégories. Ça les aide à intégrer les informations de manière plus rapide. Donc maintenant, bon, c'est vert, il y a une branche, c'est un arbre. C'est un stéréotype. C'est pas tout ce qui est vert qu'il y a une branche, qu'il y a un arbre. Je peux avoir d'autres cas et c'est pas... Donc, on aime avoir des stéréotypes, ce sont des points de référence que l'on établit pour nous-mêmes, mais c'est très personnel. Donc, si par exemple, je grandis dans un contexte où, par exemple, disons, je suis dans un quartier où la profession majeure, c'est la pêche, pour moi, c'est normal. J'ai des pêcheurs autour de moi, c'est leur job, c'est normal. Maintenant, si je grandis à la ville et que le stéréotype, c'est il faut être banquier, eh bien, si demain je vais visiter l'autre région où la majeure partie des professionnels ce sont des pêcheurs, je vais dire, ah ouais, ben, les pêcheurs, c'est pas aussi bien que les banquiers, ils vont pas à la banque, ils n'ont pas des vestes, ils se présentent pas de la même manière. Peut-être les heures, enfin, les maisons dans lesquelles ils habitent, enfin, leur apparence. Donc, je vais commencer, alors mes stéréotypes, ce qui est basé sur mes attentes personnelles et ce que je me suis dit, alors ce que d'autres personnes m'ont dit, mes parents ou mes grands-parents, et bien là, je vais commencer à former, comme on dit, des cadres. Et puis, je vais les catégoriser et je vais les appliquer sur les autres. Alors, c'est ça, c'est ce problème, c'est les stéréotypes. Donc, si on était plus ouvert, si nos stéréotypes étaient beaucoup plus flexibles, c'est-à-dire que, bon, j'ai évolué dans ce contexte-là, maintenant je suis autre part, je veux bien apprendre, connaître la culture ou connaître la manière de penser des autres, connaître un petit peu leur histoire. On aurait eu moins de stéréotypes. C'est fermé. Voilà, exactement, c'est fermé. On essaie comment on appelle ça? L'état d'esprit, en fait. C'est l'état d'esprit, voilà, c'est l'état d'esprit. Donc, si c'était ouvert, on aurait accepté beaucoup plus de choses, on aurait vraiment mis moins d'étiquettes négatives et dénigrantes sur les autres. Mais alors, selon toi, comment pouvons-nous lutter? Comment lutter contre ces stigmatisations? Pour lutter contre ça, il faut déjà reconnaître que ce que l'on fait, c'est de la stigmatisation. Ça veut dire reconnaître, OK, j'ai un stéréotype dans ma tête, c'est comme ça, c'est carré. Peut-être qu'il faudrait que j'élargisse un petit peu ma perception. Donc, c'est pas parce que j'ai grandi, par exemple, quelque part, que tout le monde était foncé de peau, et puis qu'on m'a dit, ah oui, que c'est telle raison. Si je vais autre part et puis je vois aussi les gens qui sont foncés de peau, pour pas dire, OK, bon, sûrement que c'est la même chose. Non. Si je vais quelque part et par exemple qu'ils font, je sais pas moi,
je sais pas, ils font de l'agriculture. Je vais pas dire, ah ouais, c'est quoi ces gens, ils font de l'agriculture, c'est vraiment dans le bas. Non, non, non. C'est apprendre à accepter l'humanité pour ce qu'elle est. L'humanité, le monde a beaucoup, a des différentes facettes et c'est la richesse. C'est la richesse de la race humaine. Nous sommes tous différents, nous avons tous une histoire, nous avons tous des cultures différentes et c'est savoir reconnaître, OK, dans ma tête, quel est mon contexte et est-ce que tout ce que je pense, est-ce que c'est basé sur quelque chose de tangible? C'est pas parce que j'ai une expérience que ça définit les autres et que ça devrait être une généralité. Exactement, exactement. Donc c'est toujours cette remise en question, voilà, pour voir, OK, est-ce que je suis en train de promouvoir mes conceptions au détriment de l'autre? OK. Alors, pour revenir à ce qu'on parlait de la sentimentale, peux-tu me donner les différentes formes de violence sentimentale que nous pouvons retrouver? Ah oui, parce qu'il y a aussi la violence mentale. En effet. Tout comme il y a la violence physique, il y a la violence mentale. Malheureusement, la violence mentale, elle est beaucoup plus subtile. C'est qu'on en pense. Elle est beaucoup plus, comme on dit, comment dire ça, elle fait beaucoup plus de dégâts des fois que la santé physique. La violence physique. Alors, qu'est-ce que c'est la violence psychologique? C'est toute forme de violence qui nuise à l'intégrité psychique d'une personne ou d'un groupe de personnes. Alors, on n'attaque pas le corps, on atteint la tête, les pensées de la personne et on les détruit de cette manière. Alors, ça peut être des gestes, ça peut être des actes, ça peut être des paroles, ça peut être des écrits, des dessins, mais le but, c'est d'affaiblir, comment dire ça, d'abaisser, de fragiliser et de blesser psychologiquement la personne. Donc, c'est vraiment intentionnel. C'est pas pour dire j'ai dit quelque chose subitement et puis oh là là, je m'excuse, c'est mal sorti. Non, c'est que je dis ah oui, je vais dire ça pour pouvoir blesser Angélique. C'est vraiment intentionnel. C'est intentionnel. Et voilà, donc ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être créer un isolement de la personne, ça peut être comment dire ça, la rétention d'informations. Donc j'ai des informations qui pourraient te faire du bien, mais je les garde, ou alors une désinformation. Ou alors même aller jusqu'aux menaces. Donc il y a plusieurs formes. Et si tu veux, bon, on peut parler par exemple de plusieurs contextes si tu veux, parce qu'il y a le contexte privé par exemple. Les personnes en général qui pratiquent la violence mentale, ils savent très bien, comme ces personnes-là savent très bien ce qu'elles font. Donc, par exemple, dans la sphère privée, alors là, vraiment, on verra beaucoup plus. Les comportements seront beaucoup plus directs parce qu'il n'y a personne autour pour pouvoir voir et intervenir. Alors, on aura vraiment des comportements menaçants. Il n'y aura pas d'éléments physiques, mais ça sera vraiment dans les actes ou alors la négligence qui sont intentionnelles des personnes. Comment dire ça? Particulièrement contre les personnes âgées, par exemple. Les personnes âgées, elles ne peuvent pas se défendre. Des fois, au niveau physique, elles ne peuvent pas vraiment se lever, dire quelque chose. Voilà. Eh bien, les personnes qui font de la violence psychologique, ils vont dire des choses, ils vont pas taper dessus, mais ils vont détruire la personne psychologiquement. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Au niveau public, ils vont mettre les gens à l'écart. Donc, ils vont dire des choses qui vont mettre les gens à l'écart. Ils vont exclure la victime de certaines activités au niveau du groupe. Alors là, vraiment, c'est la grande démonstration parce que nous sommes des êtres sociaux. Dieu nous a fait, quand Adam a été créé, Dieu a dit c'est pas bien que l'homme soit seul. Donc, bon, d'accord qu'il a amené une femme, mais c'est l'aspect social. L'homme n'est pas fait pour vivre tout seul. Donc, une compagnie qui est nécessaire en fait. Voilà. Donc, quand on retire cette contribution sociale, ça fait mal. Ça fait mal à la personne. On peut aussi, alors, la violence psychologique va intimider la personne. Elle va aussi la blesser, les humilier, les dénigrer.
En général, ils vont commencer à faire des moqueries, des insultes, ils vont pointer du doigt, ils vont discriminer, ça sera l'isolement, ça sera les menaces, ça peut arriver jusqu'aux menaces, la manipulation mentale et aussi le rejet technique d'intimidation. Donc, c'est vraiment intentionnel. C'est pas seulement faire une erreur par mégarde, c'est vraiment intentionnel. C'est vraiment la violence. Il y avait un but derrière. Voilà, c'est un but. Et en général, l'agresseur sait très bien ce qu'il fait. Donc ça aussi, c'est à reconnaître. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel, c'est vraiment intentionnel. D'accord. Et alors, selon toi, quels sont les effets de cette violence mentale sur nos jeunes? Alors, c'est très fort, c'est très fort. Les jeunes, entre, disons, 15 à 22 ans, c'est vraiment la période de la vie où le jeune se découvre et se développe et se retrouve en tant qu'être humain. C'est la fondation. Bon, d'accord qu'il y a l'enfance, il y a aussi des choses qui se font dans l'enfance qui ont des conséquences ultimes à long terme. Mais l'adolescence et le début de la jeunesse, c'est vraiment la fondation de la personne. Donc, c'est vraiment la couche qui va solidifier ce qui s'est passé dans l'enfance. Donc, si la personne, si le jeune est victime de violences psychologiques, ça va détruire. L'estime de soi, ça sera détruit. L'appréciation de sa valeur, non seulement, c'est-à-dire l'entière personne, ça va être détruit aussi. Il y aura des conséquences psychologiques, il y aura des manques de concentration, ça peut déboucher sur des problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété. Ça peut malheureusement aboutir au suicide. C'est pour ça qu'il y a le taux de suicide chez les jeunes a augmenté, mais c'est de manière très conséquente. Je vois des jeunes, des enfants, même des enfants se suicident, 8 ans, 9 ans. Ils n'ont même pas encore découvert la vie, ils se suicident déjà. Il y a aussi les adolescents. Je vois au niveau des adolescents, on se rend compte que les symptômes au niveau de la santé mentale sont exacerbés particulièrement à la rentrée scolaire. Parce que des fois, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle classe, c'est un nouveau prof, des fois, c'est une nouvelle école. Ils ne se retrouvent pas, c'est un petit peu déstabilisant. Et ils n'ont pas les outils pour pouvoir se recadrer, se retrouver, et ils perdent pied, et ils emploient des conséquences de long terme ou alors définitives pour un ressenti temporel. Et c'est ça le problème. C'est ça les conséquences. C'est-à-dire que lorsqu'on dit à quelqu'un « tu n'es bon à rien » ou alors telle chose, des choses négatives, au moment où la perception de la personne se forme, c'est tout le mot, c'est toute la perception qui est compromise. Donc ça, c'est un problème. Donc ça vraiment les conséquences, c'est énorme. Et même des fois, quand on parle aux psychologues, on leur demande par exemple « Qu'est-ce que vous pensez ?» Ils vont vous dire « J'ai des patients qui ont 80 ans et ils me racontent toujours des choses qui se sont passées, que des personnes leur ont dit quand ils avaient 15 ans. Et ça les a suivis pendant toute leur vie et ça les a traumatisés, ça les a, ça a affecté leur perception d'eux-mêmes, du monde, de leurs aptitudes et à long terme. Et c'est ça le problème. Donc c'est vraiment important que les jeunes, à ce moment-là de leur vie, malheureusement dans ce monde, il y aura toujours des agresseurs, mais le problème, c'est il faut parler. Il faut parler aux psychologues pour leur dire, parce qu'on ne veut pas que ces interventions qui sont négatives les poursuivent pendant toute une vie. Alors oui, les conséquences sont très, très graves. Alors, aurait-il des solutions, des choses qu'on pourrait mettre en place afin de réduire cette violence mentale chez les jeunes? Oui, Quelles solutions pourraient être apportées? Alors les solutions, il y a
Ben, comme j'ai parlé avant, il y a des programmes qui sont en place. Alors, c'était Feel Good, il y avait mon soutien psy, il y a aussi la santé psy étudiant qui offre des consultations qui sont gratuites. Donc, il y a ça aussi. Et puis, j'aimerais aussi mobiliser les parents. Mobiliser les parents au niveau de la préparation mentale des enfants. Si dès l'enfance, les parents préviennent et conditionnent les enfants, leur donnent les outils mentaux pour pouvoir préparer l'enfant à vraiment à se reconnaître et à reconnaître la stigmatisation ou les agressions psychologiques pour vraiment pouvoir voir ce qui se passe. Enfin, quand le jeune va être, va être exposé à ce genre de comportement, il pourra voir vraiment les choses pour vraiment ce qu'elles sont. Donc, si par exemple mes parents m'ont dit, tu sais, Marie-Claire, tu es quelqu'un de bien, Dieu t'a créé, tu es paroles valorisantes. Valorisante, te dire, si quelqu'un te parle, te dit telle chose d'une manière, si c'est négatif, ça te fait remets-toi en question, parce que ça peut être de la stigmatisation. Donc, c'est préparer, informer les enfants. Comme ça, lorsqu'ils vont grandir, ils sont déjà préparés, ils ont un sens, un discernement de ce qui peut se passer et de vraiment d'identifier ce que c'est. Alors, ce serait à la fois les préparer, donc par rapport à l'exemple qu'on a pris des paroles valorisantes, donc les préparer à cet attachement très sécurisé, mais également les préparer à cette éventualité que d'autres seront là pour les rabaisser. Voilà. Et c'est comme, je me rappelle, c'était Michelle Obama qui disait, quand les gens, comme on dit, ils nous poussent vers le bas, quand ils sont très négatifs, nous on monte. On s'élève. Donc c'est reconnaître. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on apprend à discerner vraiment le but et les conséquences, vraiment ce que les gens font. Donc quand ils sont négatifs, qui sont là pour dénigrer, qui sont agressifs mentalement, j'identifie, je dis, ah oui, ça c'est négatif. Donc, puisque c'est ce que c'est, je sais, eh bien ça, je sais qu'est-ce que c'est de la stigmatisation ou alors c'est de la violence psychologique. C'est ça, je ne prête pas attention, je remplace les paroles négatives par des paroles positives. Alors, par exemple, à quoi ça ressemble? Je vais quelque part, la personne me dit, ah oui, tu es moins que rien, je me demande comment ça se fait que tu es toujours là. Je sais, par exemple, mes parents m'ont dit, quand tu entends ça, je dis non, je sais qui je suis. Je suis Marie-Claire Boutrin. Voilà, Dieu m'a créée. Dieu ne fait pas de bêtises quand il crée les gens. Il n'y a personne qui est, comme on dit, Dieu a dit, oh, oups, ben celui-là, il a été créé, ben j'ai pas pensé. Non, c'est pas comme ça du tout. La Bible dit que chaque être humain a été, il y a eu un effort au niveau de Dieu. Quand il a créé la personne. Donc, il n'y a personne qui est moins que l'autre. Nous sommes différents, mais nous sommes tous égaux. Exact. Donc, à ce moment-là, je dis, je sais qui je suis. Dieu m'a faite et je sais qu'il n'y a pas comment on dit, d'erreur. Donc, la personne peut dire ce qu'elle veut. Moi, je sais qui je suis. Et Dieu va m'aider à retirer ces pensées négatives parce que c'est négatif. Donc, et puis aussi, si on voit qu'à un moment que ça devient difficile, parce que des fois, les agresseurs, c'est pas seulement un jour, tiens, voilà, je vais à l'école. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les bullies. Alors, les bullies, ce sont des agresseurs chroniques. Donc, ils te voient à l'école un jour, ils te disent des paroles dénigrantes, comme on dit, comment dire ça, ils décident que tu seras leur victime. Le lendemain, ils arrivent, chose pareille. L'autre jour, mais c'est continué. Donc, c'est facile d'utiliser les outils qu'on a, mais à un moment, ça devient plus difficile. Donc, peut-être à un moment qu'il faudra que la personne voie un psychologue ou un professionnel pour pouvoir les aider à vraiment, contrecarrer ces agressions, ces violences psychologiques. Parce que ces personnes que
je emploie le mot agresseur, je pensais même dans le système scolaire, éducatif scolaire, on va plutôt penser à harceleur, donc agresseur, harceleur. Exactement. Du coup, dans ce cadre-là, donc, ces élèves, ces enfants, ces jeunes ont besoin de paix, d'une paix intérieure qui n'ont pas. Puisque si tu arrives à ce stade de pouvoir projeter plein de choses sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose au fond de toi qui ne va pas, en fait. Exactement, exactement. Et ça me fait penser enfin, je t'écoutais, je me disais, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ces personnes? Pour les aider, eh bien, ces personnes ont besoin de parler de la paix qu'ils ont, oui. qui sont à la recherche de paix, en fait. Tu parles des agresseurs? Des agresseurs, ah ben oui, mais eux-mêmes, pour que quelqu'un puisse faire de telles agressions psychologiques, eux-mêmes, au niveau de la santé mentale, ils ont un problème. Donc, ils doivent rechercher. Donc, eux-mêmes, il faut qu'ils aient voir des professionnels. Parce que même ils ont un problème. En général, les personnes, comme on dit, les personnes qui agressent, les agresseurs ont été agressés eux-mêmes. Souvent on le dit, c'est vrai, souvent on dit ça. Donc ils projettent ce qu'ils ont vécu, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut agir. Et aussi, j'ai oublié de dire, au niveau des jeunes, il y a aussi beaucoup de violences conjugales. Parce que, voilà, donc il faut savoir aussi reconnaître les violences conjugales, les violences dans les relations intimes. Il y a plusieurs stades, il y a plusieurs comportements qui, tout est fait pour pouvoir écraser la personne ou alors, comment dire ça, détruire psychologiquement la personne pour que l'agresseur puisse avoir le dessus et que la relation aille dans leur sens tout le temps. Donc, le but est de totalement déstabiliser la victime, de la réduire à rien, l'isolement social, la manipulation émotionnelle. Dans quel but? Dans le but de savoir que, imaginons, prenons l'exemple de ceux qui ont les violences conjugales. Parce que je sais ce que ça fait, j'aimerais que tu sois au même stade que moi. Ce serait de ce but-là, selon toi? En majeure partie, il y a un élément de contrôle. L'agresseur veut contrôler. Donc, en général, s'il veut contrôler impérativement, c'est qu'il y a un problème d'estime de soi, de valorisation de la personne. Donc, ça, c'est un problème. Mais vraiment, comme tu as dit, pour aider, c'est la paix. Rechercher la paix. Comment pas avoir la paix? Bon, il y a la foi, il y a les relations sociales qui sont positives, il y a aussi aller voir les professionnels. Et vraiment, les parents, il faut que les parents aident aussi les enfants. Et se retourner de personnes qui pourront nous aider. D'accord. Alors, je vous remercie, je te remercie, Marie-Claire, d'avoir apporté à ces informations, à ces questions. Et nous vous retrouverons pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à faire un retour sur notre site internet à 3bn.org. Merci.